Mon père a été élu dans le comté de Bagot en décembre 46, le 18 décembre 46. Moi, j'ai eu 2 ans, 6 jours plus tard. Alors, je n'ai pas vraiment connu autre chose. Et mon frère, parce que lui aussi a fait de la politique, on le sait, avait 6 mois, lui, lorsque mon père a été élu député. Puis il a été député pendant 22 ans. Alors, le calcul est facile à faire. On n'a pas connu d'autre chose jusqu'à notre majorité. Et à l'époque, on votait à 21 ans. Alors, moi, j'ai voté la première fois en 66, parce que c'était à ce moment-là que ça tombait à 18 ans, le droit de vote. Et donc, j'ai voté pour la première fois en 66, quand mon père est devenu premier ministre, d'ailleurs, après une vingtaine d'années comme député de Bagot. Alors, j'ai connu la politique très, très tôt, sous toutes ses coutures. Dans un comté, à peu près 12 000 électeurs, même dans la fin des années 60, c'était un des petits comtés protégés des cantons de l'Est, le comté de Bagot, dont les limites n'étaient pas ajustées sans le consentement unanime des députés là, qui siégeaient dans ce coin-là, ce qui s'est fait en 70, 71, quelque chose comme ça. Donc, un petit comté où c'était facile de connaître tout le monde. Moi, j'avais 15-16 ans là, de mémoire, et je connaissais le préfet, sa femme, ses enfants, les maires de toutes les municipalités, de villages et de paroisses, comme on appelait ça à l'époque. On faisait le tour du comté, je connaissais tous les rangs, le rang double, le rang croche, le rang brûlé, toutes ces choses-là. Alors, c'était de la politique très personnalisée hein, dans un comté comme celui-là. Et comme vous venez de le constater de ce que je dis, on accompagnait beaucoup mon père dans ses visites de comté les fins de semaine, lorsqu'on était là, etc. Le sentiment général qui explique, dans mon cas, que je sois allé en politique, c'est de voir quotidiennement, jusqu'à l'âge de 22 ans, un exemple d'un homme politique qui adorait son métier, qui s'y plaisait, qui était bon là-dedans, qui aimait ça, le faire, et qui vivait une expérience extrêmement enrichissante avec ses électeurs, avec les gens qu'il côtoyait, avec, je dirais, les enjeux dont il débattait avec ses collègues ou contre les adversaires, etc. Alors, je dirais, l'exemple était là. C'est un bon exemple. Et ça permet, ça, plus tard, de juger, je dirais, de façon pas mal plus informée que la plupart des gens. Si on veut faire de la politique, on sait ce que ça comporte. Quant aux défis professionnels, qu'est-ce que ça comporte aussi comme grandeur et misère? Il n'y a rien de plus beau que de gagner une élection ou une convention. J'ai vu ça, évidemment, dans les années 50 et 60. Il n'y a rien de plus triste que de voir des adultes là, de mon âge aujourd'hui pleurer parce qu'ils ont perdu une élection, qu'ils ont perdu le pouvoir, même s'ils ont été élus dans le comté, etc. Je parle des organisateurs là, qui se commettent, évidemment, bien au-delà, je dirais, avec beaucoup d'émotion. En faveur d'un candidat ou d'une candidate. J'ai été privilégié, chanceux d'étudier longtemps. J'aimais ça, étudier. Alors, après mon droit, j'ai passé mon barreau en 1967. J'ai été assermenté d'ailleurs à Québec à ce qui était le Winter Club, là, sur les plaines, le Club des employés civils, aujourd'hui, je crois, devant mon père, qui était premier ministre. Alors, il était présent lorsque j'étais assermenté comme avocat. Et il était prévu déjà, là, on est en juin 67, que je continuais mes études. Et je suis allé, donc, oui, en Angleterre. J'ai fait des études de droit. Et c'est alors que j'étais à l'étranger que mon père est décédé en fonction, en septembre 68. Je suis revenu, je suis retourné là-bas pour continuer mes études. Et la raison, c'est que j'aimais ça étudier, d'une part, et deuxièmement, comment je dirais ça, si on a la chance de le faire, peut-être, dans mon cas, de le faire à l'étranger aussi, des études, c'est une expérience enfin, humaine et professionnelle extrêmement enrichissante qui nous sert après ça. Comme tel, c'est un aboutissement. Lorsqu'on regarde ce que je faisais, même lorsque j'étais au travail, ou même à l'université, je me mêlais un petit peu de... mais pas
président de l'Association des étudiants de l'université ou quoi que ce soit, mais au niveau de ma faculté, je me suis toujours impliqué. Différentes œuvres, là, que ce soit le prêt d'honneur, des choses comme ça c'est quelque chose que je faisais. Moi, je trouvais naturellement de m'impliquer, ce qu'on appelle l'implication communautaire, là, au sens très, très large. Je l'ai fait pendant mes années professionnelles, une dizaine d'années ou à peu près avant les élections où j'ai été sur le marché du travail, dans des organismes à but non lucratif, des conseils d'administration d'hôpitaux, des choses comme ça, d'organismes culturels, communautaires. J'ai fait ça et j'ai toujours... Et à la limite, on dit, bien, plus on en fait, bien, plus on fait juste ça. Alors, à la limite, faire de la politique, c'est ultimement du service public à ce titre-là, mais dans un cadre qui a toujours été, pour moi, là, extrêmement clair quant aux objectifs que je devais poursuivre ou qu'on doit poursuivre et que je prétends qu'on doit poursuivre, c'est-à-dire le bien-être économique de nos concitoyens dans un ensemble politique en Amérique du Nord qui nous offre la meilleure garantie de développement avec notre distinction, c'est-à-dire le système de fédéralisme canadien. Lorsque, en novembre 1976, le PQ a été élu, ça a fait une différence extraordinaire, c'est une césure, là, je trouvais dans l'histoire. Et moi, j'ai pris parti très rapidement du côté de l'appartenance du Québec au Canada, du fédéralisme comme système politique dans lequel on peut trouver notre épanouissement comme Québécois, comme francophone en Amérique de façon plus sûre, plus solide, plus stable, etc. Ça, c'est le choix que j'ai fait et ça coulait de source à ce moment-là que c'était le Parti libéral du Québec là, qui pouvait représenter ça. Les forces fédéralistes s'y unifiaient. Deuxième facteur, plus précis, la venue de M. Ryan comme chef du parti, 78-79, qui m'a amené très rapidement, là, enfin instantanément, essentiellement, à l'appuyer, à prendre ma carte de membre pour la première fois de ma vie, carte de membre d'un parti, et donc de militer pour sa campagne, de militer dans le parti alors qu'on dressait le programme politique, vers le livre beige, vers le référendum, d'être sur le comité des orateurs à l'occasion de la campagne référendaire comme telle. J'ai dû faire, je ne sais pas, 50 discours dans 35 ou 40 comtés, les fins de semaine, les soirs de semaine, là, vraiment, parce que moi aussi, j'étais comme nos bénévoles, ils le sont toujours, je faisais d'autres choses pour gagner ma vie. Et le soir, j'allais courir à Victoriaville ou à Saint-Jean-d'Iberville ou peu importe, à des réunions de militants. Le samedi, dimanche aussi, je faisais ça, je ne comptais pas mon temps. C'est ce que j'aimais faire. Et ça a été l'expérience référendaire. Donc, réflexion, oui, sur l'avenir du Québec, le cadre dans lequel, à mon sens, ça devait se dérouler pour nous donner les plus grandes chances possibles de développement. Et je dirais, le PQ nous a imposé un rendez-vous référendaire en 80. Et moi, je n'ai pas manqué ce rendez-vous-là. Et c'est ce qui m'a amené, après une implication dans la campagne référendaire, à signaler à mon chef, à M. Ryan, que j'étais intéressé, je lui ai envoyé un petit mot, je me souviens encore, intéressé à faire acte de candidature à la prochaine élection. Enfin, ça a été positif, bien reçu, garder des comtés, etc. C'est une impression incomparable d'arriver, de mettre les pieds la première fois à l'Assemblée nationale. Ça m'est arrivé en avril 81. Et quand on a un petit peu le sens de l'histoire, quand on sait aussi à quoi servent ces lieux de débat, on ne peut pas manquer d'être impressionné lorsque, disons comme moi, là, on a été élevé dans la politique. J'ai visité ça, moi, à l'Assemblée nationale, lorsque c'était l'Assemblée législative du Québec et que c'était le salon vert et non pas le salon bleu. Avant que ce soit l'Assemblée nationale, c'était l'Assemblée législative, on le sait. Et donc, on ne peut pas manquer d'être saisi du moment où on a mérité de prendre son siège dans cette enceinte. Ce qui est surprenant, c'est de voir la proximité des autres députés, y compris et notamment, je dirais, là, ceux qui sont de l'autre côté, à droite ou à gauche du président de la Chambre. On est vraiment dans une enceinte beaucoup plus petite que ce qu'on peut, je dirais, déduire lorsqu'on regarde ça à la télé, les débats. Et tout de suite, on voit là, que c'est une espèce de confrérie. C'est un endroit qui n'est pas comme les autres.
c'est un endroit où il y aura beaucoup, beaucoup d'intensité. Et c'est normal. Ça traduit bien, je dirais, la proximité les uns des autres, la chaleur des débats qui peuvent se dérouler, l'intensité, je dirais, des idéaux qui amènent les gens à se présenter pour aller à l'Assemblée nationale au Québec. Il y a des milliers de gens entre les élections là, qui disent « Moi, j'aimerais ça être député ». Il y en a des centaines qui se présentent dans des conventions et finalement, il y en a 2, 3, 4 dans chacun des comtés. Et il y en a juste un par comté qui est élu. Monsieur le député de Vaudreuil-Soulanges. Monsieur le Président, comme il est coutumier de le faire à ce moment-ci, lors d'un premier discours, je désire d'abord remercier mes électeurs de Vaudreuil-Soulanges de l'appui qu'ils m'ont accordé le 13 avril dernier et réitérer par la même occasion mon engagement à l'égard de toute la population de ce comté. Alors, il n'y a personne qui est forcé de faire ça. C'est vraiment des gens qui veulent cheminer dans ce sens-là et qui, un jour, comme moi, s'y retrouvent, comme je l'ai fait en 81, avec un mélange de plaisir, d'ambition qui vient de se réaliser, à tout le moins en partie, celle d'être député, avec le sens de la collégialité avec les collègues avec qui on partage un peu comme une petite école, je me souviens, en 3e, 4e, 5e année, là, on était 2 par pupitre, hein, ou 2 pupitres collés un à côté de l'autre et des rangées, puis 2 autres, etc. C'est le même, c'est exactement comme ça que c'est monté ici à l'Assemblée nationale. C'est très, très enthousiasmant de mettre les pieds à l'Assemblée nationale la première fois, d'être élu, de faire partie d'une équipe qui a un programme, etc. Comment je dirais ça? L'important, c'est de conserver cet enthousiasme, cet idéal. Ce qu'on découvre, c'est la longueur de temps pour réaliser certaines choses. Ce sont toutes les étapes de processus qui viennent, je dirais, retarder les ambitions qu'on peut avoir pour nos concitoyens. C'est de voir comment on est, je dirais, assailli par des événements qui n'ont pas rapport et qui viennent retarder les choses. L'actualité a l'habitude de remettre sur le dessus de la pile des événements qu'on pensait avoir réglés ou des enjeux qu'on pensait avoir réglés et de reléguer sous la pile des dossiers sur lesquels on est en train de se pencher. M. Ryan disait à des gens qui l'avaient visité déjà, qui lui demandaient, après une petite réunion le matin vers 8 heures, là, comme il le faisait, Monsieur le ministre, est-ce que vous allez vous occuper de notre dossier là, bientôt? C'était assez fanfaron, en guillemets, de poser la question à un ministre, savoir s'il était pour s'en occuper aujourd'hui. Il leur avait répondu, il dit, voyez, votre dossier il est sur le dessus de la pile. Là. Il dit maintenant, vers 4 heures, je ne sais pas exactement où il va être dans la pile. Il se passe des choses. Ici, il y a des événements. Et ça, c'est, je dirais, une anecdote, mais qui vient résumer, en un sens, qui vient illustrer comment on peut être ballotté. Alors, le truc, c'est de toujours garder la mire sur un objectif qu'on considère le plus important. Et si c'est le développement économique, si c'est le développement social, c'est d'améliorer tel genre de service. Enfin, chacun a sa hache ou ses préférences, ses priorités. Le truc, c'est toujours de garder ça, d'en faire, comment je dirais ça, le cadre de son action, de tout mesurer à l'aune, de savoir est-ce que ça fait avancer ce dossier-là ou pas. Là. Parce qu'à un moment donné, il arrive quelque chose, puis bon, tu es prêt avec. Alors, on compose avec ce qui se présente d'une fois à l'autre. Est-ce qu'on a juste le discours? Moi, je dirais que non, là. On est ce qu'on est. On apporte son expérience, sa conviction. Et dans le fond, on essaie de convaincre les citoyens. Je ne suis pas en train d'essayer de convaincre un nouveau premier ministre ou un nouveau chef de l'opposition qui est en face de moi. Ça ne donne rien. C'est ainsi fait la vie parlementaire, évidemment, les partis politiques, notre système, etc. On ne convaincra pas ceux qui sont fait élire sous une autre bannière. On s'adresse aux citoyens tout le temps. Alors, on a la responsabilité d'élaborer son programme, d'essayer de le faire passer, de débattre honnêtement et vigoureusement
l'Assemblée nationale ou autrement, sur les autres tribunes, là, devant des nouveaux joueurs de l'autre côté. Ça a un impact, c'est un nouveau joueur, c'est un nouveau rapport, etc. Le pire à faire, c'est de changer soi-même, sous prétexte que c'est les autres qui vont déterminer ce qu'on est. Autrement, on laisse les autres nous définir si on fait ça. Alors, il faut se définir soi-même et faire ce qu'on croit en conscience qu'on doit faire. Les grandeurs et misères là, de la politique, c'est qu'on ne contrôle pas tout ce qui se passe. Le premier ministre Harold Macmillan s'était fait demander un jour qu'est-ce que vous craignez le plus là, en politique? Il avait pensé, puis il a dit les événements. Et si on vient en politique pour faire des choses plus importantes que d'autres, il faut être capable d'aller expliquer à ses électeurs pourquoi ce coup-ci, ils ne trouvent pas que c'est à leur intérêt de faire ça. J'ai fait ça bien souvent, comme ministre notamment. D'autres l'ont fait, là, ce n'est pas un cas unique. Il faut savoir qu'on est obligé de rendre des comptes à des gens qu'on peut avoir déçus, dont on peut avoir retardé, je dirais, l'atteinte de certaines de leurs attentes, y compris celles qu'on leur a fait miroiter. Mais chaque chose en son temps. Et ça prend de la pédagogie, ça prend du temps. Moi, je me souviens des votes là, que j'avais pris, notamment, là, peu importe la matière, et on m'avait convoqué, entre guillemets, là, dans une municipalité de mon comté, là, pour m'expliquer bien formellement, puis les gens importants étaient là, etc., des représentants de différents groupes, qui n'étaient vraiment pas d'accord avec moi. On avait échangé une couple d'heures, une soirée, après souper, etc., là, sur les raisons qui m'avaient amené à me comporter de cette façon-là. Et à la fin, les gens m'avaient dit, on comprend pourquoi tu as voté comme ça, pourquoi tu as posé tel geste. Alors, on n'est pas d'accord, mais on va encore voter pour toi la prochaine fois que tu vas te représenter et on va même t'appuyer. Et c'est assez intéressant, ça. C'est assez intéressant, mais dans le fond, ce que ça voulait dire, c'est qu'il fallait y mettre le temps d'expliquer. Et les gens l'acceptent. Plus difficile d'expérience, je l'ai vu longtemps et souvent et de fort longue date. Les bénévoles qui entourent les candidats dans les luttes à la direction de parti. Le fond, là, eux aussi, ils sont tous membres du même parti. Mais tout d'un coup, ils sont pour un candidat. On parle des bénévoles, on ne parle pas des députés, des équipes, etc. Les gens qui font autre chose dans la vie et qui consacrent 10, 15, 20, 25, 30 heures dans une semaine à faire élire une personne, chef de son parti. Les autres le prennent plus difficile. Je dirais que c'est plus intense et ça regarde moins, là, je dirais, au vocabulaire entre eux. Et toutes les luttes à la direction de tous les partis là, nous donnent une bonne ribambelle d'exemples comme ça, qui sont même fait assez de bruit que c'est dans les journaux, dans les médias de temps en temps. Et ça, c'est ça qui est un petit peu plus difficile à gérer, entre guillemets, ce qui reste, les relents de difficultés d'adversariat, on les retrouve davantage chez les bénévoles, chez les partisans de un ou de l'autre, entre eux, plutôt qu'entre les candidats eux-mêmes. En tout cas, moi, là, je remonte à 1961, la première lutte à la chefferie que j'ai vue. C'était lorsque mon père, Jean-Jacques Bertrand, et 3 autres candidats étaient en course à la direction de l'Union nationale à l'automne 61. Alors, ça fait 45 ans. Alors, j'en ai vu quelques-unes depuis ce temps-là. C'est toujours le même phénomène, j'ai remarqué. Toujours le même phénomène. Ce sont les bénévoles, les gens là, qui mettent leur cœur, leur ventre au service d'une personne. C'est plus d'un parti, c'est pas d'un idéal, c'est de quelqu'un qui l'incarne. Et c'est très difficile de perdre pour ces gens-là ou de s'opposer à d'autres gens de leur parti qui ne pensent pas comme eux à l'égard de cette personne-là qu'eux appuient. Alors, c'est ça qu'il faut distinguer et c'est comme ça vraiment que ça se déroule. Les deux frères ont toujours vécu une belle complicité. On a même déjà écrit qu'ils se sont partagés la devise politique de leur père, égalité ou indépendance. Votre frère Pierre Mac en se rangeant du côté de l'indépendance et vous, Monsieur le Premier ministre désigné, en choisissant l'égalité. On était membres de 2 équipes distinctes avec chacun nos responsabilités. Et on a toujours été capable de discuter, je dirais, de politique,
avec un P le plus majuscule possible, sans faire des cas précis de personnalité, etc. Mais encore une fois, on n'avait vraiment pas le temps. Lorsqu'on y pense, là, le regret qu'on peut avoir, que j'ai en tout le moins, qui est partagé, j'en suis sûr, c'est de ne pas avoir pu avoir le temps qu'on aurait souhaité là, pour échanger sur quelque chose qui est extrêmement intense. On était un petit peu comme des avocats qui sont chacun de leur côté de la clôture. À la limite, on pouvait parler de politique comme des médecins peuvent parler de leurs patients, mais sans les nommer, puis sans dire exactement quelle maladie ils ont, puis exactement où ils habitent, etc. Je dirais l'espèce de confrérie de l'Assemblée était assez réelle, moi, je trouvais, là, jeune témoin de ce qu'était le Salon Vert, l'Assemblée législative. On voyait qu'il y avait des échanges, un peu comme au hockey, là, sur la glace, extrêmement vigoureux, etc. Et vraiment, là, je dirais, assez, je dirais pas solidaires, puis, mais cordiaux le reste du temps. Il n'y avait pas cette distinction, et je le dis comme je le pense, là, que j'ai observé, cette distinction entre les oui, le non, le 1, le 0, le bon, le mauvais, que la question nationale est venue injecter dans nos débats. Demander à 4 millions de Québécois de voter oui ou non à ce qu'ils demeurent canadiens, là, ça polarise, merci beaucoup. Et il y a eu un aspect de polarisation dans la politique québécoise depuis je dirais octobre, novembre 68, la création du Parti québécois, avec son programme et ses échéances et ses référendums, qui créent plus difficilement une espèce de collégialité qui existait autrefois. Une étape de plus, ça ne signifie pas pour autant qu'on ne s'entend pas, qu'on n'est pas capable d'aménagements cordiaux, de respect mutuel, compréhension du point de vue de l'autre, lorsqu'on est en commission parlementaire ou qu'on en sort, etc. Mais ce que je peux remarquer, moi, personnellement, c'est qu'il y a moins de, je dirais, d'occasions recherchées de fraterniser en dehors de l'Assemblée nationale depuis une trentaine d'années qu'il y en avait dans le siècle précédent. C'est un peu comme ça que je le vois, ça. C'est un poste qu'on convoite à un moment donné au point de vue économique. Industrie et commerce, après 4 ans dans l'opposition, à l'âge que j'avais, c'était une excellente expérience politique, là, vraiment remarquable. On est au Conseil des ministres, on est vraiment dans l'économie pour vrai. Ensuite de ça, au Conseil du Trésor, on se rapproche un peu plus, là, en un sens, de finances, côté dépenses plutôt que côté revenus. Et plutôt que politique économique, ce sont les politiques d'administration. C'est une école sensationnelle comme telle pour voir comment le gouvernement fonctionne. Deuxièmement, ça permet aussi de contribuer dans tellement de domaines à la fois, notamment quant aux relations qu'on doit avoir avec nos employés. Des fois, on a de l'argent, des fois, on n'en a pas. J'ai connu les deux, surtout qu'on n'avait pas. Et après ça, oui, je dirais au point de vue professionnel, politique, à tous égards, là, intellectuel, le défi du ministère des Finances est très attrayant dans ce sens-là. Les circonstances à l'époque, c'est que Gérard Delévesque était le ministre des Finances. C'était un automatique là, lorsqu'on est arrivé au pouvoir en décembre 1985. Et tant que Dieu lui prêtait vie et souffle, et qu'il était à la poursuite parfaitement légitime de son record de longévité, il n'y avait pas vraiment de raison de penser que M. Bourassa demanderait à Gérard D de quitter ce poste-là pour me permettre d'y entrer, si tant est que c'est ça qui serait arrivé. Et dans ce sens-là, c'était pas accessible à ces moments-là. Mais j'étais intensément occupé à faire autre chose aussi. Je dirais le déroulement, l'histoire a voulu que je ne devienne pas ministre des Finances, mais que je puisse nommer mon ministre des Finances. Est-ce que c'est d'être au Conseil du Trésor qui fait qu'on devient austère, ou est-ce que ce sont des gens austères qui vont au Conseil du Trésor? Est-ce que c'est l'habit qui fait le moine ou le moine qui fait l'habit?
c'est entendu que, je dirais, au point de vue intellectuel, professionnel, parce que c'est une occupation, là. Oui, c'est extrêmement attrayant, très intéressant, c'est complexe, mais ce n'est pas un mystère de développement comme tel. Bien, ce ne l'était certainement pas, ce ne l'est pas depuis une vingtaine d'années, chose certaine. Et autrefois, les secrétaires du Conseil du Trésor que j'ai connus, les anciens, disaient « Ah, bien, c'est dans mon temps, les sous-ministres venaient faire un tour au secrétariat du Conseil du Trésor, puis on leur demandait « Combien tu veux? » Aujourd'hui, on courait après les sous-ministres dans les autres. Pendant 20 ans, on a couru après les sous-ministres dans leur ministère pour leur dire « Il faut que tu coupes à tel endroit, puis tu n'en auras pas de ça. » Alors, à l'économie, puis l'endettement, etc., là, on crée, je dirais, une autre dynamique complètement quant à ce ministère-là, mais qui demeure, c'est un endroit où on cherche l'équilibre. C'est un endroit où on fait des arbitrages importants avec d'autres collègues. C'est de la politique sur une assez grande échelle, finalement, où, étrangement, on voit passer toutes petites choses aussi. Alors, c'est une école où on peut être, oui, on peut apprendre, mais également, on peut contribuer dans beaucoup de dimensions de la vie du gouvernement, de l'État, de nos concitoyens. C'est un ministère central. C'est comme finance, c'est comme justice. Ce sont des ministères à vocation centrale, donc qui nous demandent de faire des arbitrages entre les différentes missions de l'État. Alors, dans ce sens-là, on a bien fait son travail si les missions centrales de l'État ont été protégées, ont permis un développement, ont permis d'affaire avancer le Québec. Si on a bien assuré, je dirais, que le ministère de l'Éducation avait les sommes dont il avait besoin. Santé, la même chose, c'est fait de façon plus efficace, avec une fonction publique qui est davantage, plutôt que moins motivée, etc. Alors, on est en support des grandes missions de l'État lorsqu'on est au Trésor. Et évidemment, on a la ronde de négociation tous les 3 à 4 ans. Et ça, les gens s'en souviennent. Mais, moi aussi, je me souviens des rondes de négociation dans ce sens-là.